7e jour de ce marathon de 10 jours. Alors, bienvenue donc à ce Masterclass 7e édition, parce que c'est le 7e jour de Masterclass. Et on reçoit en plus des comédiennes ce matin, toutes jolies, ça vous pouvez le voir, maquillées, ça vous pouvez le voir, et puis qui ont des carrières, déjà différents statuts de carrière pour chacune d'elles, mais aussi dans différentes séries. Il y a des séries, je prends par exemple à l'époque Avocat et Associé qui a duré longtemps, Maëva a fait d'autres aussi. Donc toutes les trois, vous avez fait des séries. Alors première chose, l'idée c'est quand même de donner, je vous demanderai moi des anecdotes, des choses qu'on ne voit pas sur les sites. Enfin, quand on fait votre carrière, on sait que... Alors déjà, la première question que je vais vous poser, à chaque fois chacune, vous vous présentez, et puis vous me dites, la première question c'est comment vous êtes arrivé à faire du cinéma ou de la télévision? Est-ce que ça a été une passion de départ? Première question, est-ce que c'est une passion ou c'est un hasard, une rencontre, quelque chose qui vous a tout de suite fait découvrir la caméra et éventuellement, donc c'est déjà le premier pas au cinéma ou à la télévision, au théâtre. Déjà, quel type d'activité et à quelle occasion? Est-ce que c'est volontaire? C'était une passion? Parce que déjà toute petite, vous faisiez déjà comment ça s'appelle, tu sais, à la fin de l'année scolaire, si vous faisiez le spectacle, vous organisiez, etc. Et deuxième chose importante, je vous expliquer pourquoi, c'est est-ce que vous êtes resté individuel ou vous avez créé des petites troupes les unes et les autres pour démarrer, parce que c'est un métier, on attend beaucoup. Maëva, toi. Je commence par me présenter, c'est ça? Alors, je m'appelle Maëva Pasquali. Je joue régulièrement depuis 25 ans à peu près. Mon premier vrai rôle était le rôle de Geneviève sur une série, c'était les prémices des séries sur Arte qui s'appelait Vénus et Apollon. C'était réalisé par Tony Marshall, qui était une série faite à partir du film Vénus Beauté Institute. J'ai toujours voulu faire ça, et sincèrement, je ne pense pas qu'on arrive ici par hasard et qu'on tienne dans la durée par hasard. C'est pas vrai, il faut le vouloir bec et ongle, parce que c'est trop difficile. Et les gens qui nous disent ça, j'ai été vue comme ça une fois dans la rue, je ne voulais pas faire ça. En fait, après, c'est qu'elle a pris goût et qu'elle s'est accrochée comme une bête, parce qu'il faut s'accrocher comme une bête. Tu vois ? Non, mais c'est vrai, je ne crois pas au hasard et je ne crois pas au... Je crois que quand on veut quelque chose, surtout ce métier-là, il faut vouloir que ça. Ah, tu as raison, parce que tout ce qu'on a eu, tout ce qui a été interviewé ici dans le cadre des Masterclass, on dit la même chose, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un hasard au départ, mais derrière, ils ont pris des cours, ils se sont formés parce qu'ils voulaient rester. Et c'est effectivement ceux qui ont fait ça sont restés. Les autres, c'est un peu, pour l'analogie, les Star Academy et compagnie, les 3/4 ont disparu, on ne sait pas. Alors, certains sont restés parce qu'ils ont créé des spectacles, etc. Ils sont restés. Donc c'est important ce que tu dis, parce que ceux qui écoutent sont souvent des jeunes qui aimeraient savoir, qui rêvent de ça. Je pense que les gens beaucoup de jeunes veulent juste être connus. Être connu n'est pas une finalité en soi. C'est un métier, quoi. Ouais, c'est ça. Non, Star, c'est pas un métier. Non. Personnellement, je déteste être reconnu. Moi, j'aime ce métier parce que j'aime jouer. Et après, tout ce qui est autour, je n'aime pas ça du tout. Et je n'ai jamais fait ce métier pour avoir des followers sur Instagram, mais vraiment pas. Ou qu'on me prenne en photo dans la rue, parce que c'est pas mon trip, quoi, vraiment pas. Et les gens qui veulent faire ça juste pour être connus, parce que c'est sympa, qu'on a des cadeaux, qu'on est invité, laissez tomber les mecs. Laissez tomber. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut travailler d'arrache-pied, il faut se cultiver, il faut être curieux. Et je sais que tous les jours, moi, je fais quelque chose qui est en rapport avec mon travail. Absolument tous les jours, je fais un truc un coup de fil, un dîner, un repas, peu importe. Mais tous les jours, je fais un truc pour ne jamais lâcher. Donc pour toi, c'est une passion de départ et ça restera une passion. Ouais. Et ensuite, je suis une individuelle, hein. J'ai jamais... Pas de troupe, choses comme ça. Non,
D'ailleurs, quand je joue au théâtre, je vais rarement au resto après avec les autres. J'ai jamais aimé l'esprit de groupe. Mais après, c'est très personnel. Hein. Voilà, j'aime pas l'esprit de groupe, j'aime être seule, qu'on me foute la paix, surtout. Voilà. Voilà, c'était la première question. On va passer à Muriel. Muriel, toi, c'est, on va dire, une carrière qui est déjà affirmée, qui est confirmée dans plein de choses. Et puis on a vu hier encore ce court-métrage de Nathalie Léviland où tu as, pour ceux qui l'ont vu, 600 grammes, c'est un petit bijou avec Lionel Abelansky. Toi, alors c'est pareil, c'était une passion de départ, c'était où tu as Alors moi, pris je me des suis cours. jamais demandé ce que je voulais faire, parce que 7 ans, je crois que je savais déjà que je voulais faire ça. Je viens pas d'un milieu du tout artistique, donc je me suis vraiment construite toute seule. Et après, moi, j'ai monté un spectacle avec une amie qui était violoniste, qu'on a tourné, on avait 16 ans. On a monté exercice de style dans le Moncelo et on a tourné ça, et on gagnait un peu de sous. Voilà. J'étais pas une brillante lycéenne, hein, j'ai eu mon bac avec mention ouf, mais après je savais très bien que voilà, je savais très bien que je... Parce que là je vois, moi, mes filles, par exemple, j'ai une fille de 20 ans, c'est dur de savoir ce que tu veux faire à 15 ans, on te dit il faut choisir, il faut prendre les options, il faut machin. Bon ben moi j'ai pas eu ça, moi j'ai su tout de suite ce que je voulais faire, donc le truc c'était de... Et comme disait Maëva, tu fais pas ce métier... Enfin je veux dire, si t'es pas passionné, t'arrêtes parce que c'est trop dur. En fait. Donc voilà, c'était quoi la question? C'était ça, c'est de savoir comment, si le métier de comédien, c'est une passion où on t'avait croisé en disant tiens, vous avez une bonne bouille, je cherche un tel. Non, non, alors pas du tout. Alors en plus, on m'aurait pas arrêté pour mon physique, hein, je t'assure. Ah non, non, je t'assure. Ah non, non, pas du tout. Donc non, moi j'ai su que je voulais faire ça à 7 ans. Après j'ai enquillé, j'ai pris des cours très tôt. À 13 ans, j'étais au cours Simon. Et après, j'ai pas arrêté. Après, j'ai eu un agent. Et mon premier contrat, c'est ma mère qui l'a signé parce que j'étais pas majeure. Et c'était un film de Baratier, Jacques Baratier, non pas. Bien sûr, mon chemin. Non, l'autre, plus vieux, hein, je sais pas si c'est son père ou pas. Avec Roland Topor et tout, c'était dégueulasse ce film. Ça se passait dans un pensionnat de jeunes filles. Franchement, je pense qu'on était limite. Ah non, mais je te jure, hein, c'était très bizarre. Bref, mais c'est ma mère qui a signé ce contrat. Et voilà. Bon, c'est ça, la première question, c'est la carrière. Et après, bon, des cours, et puis c'est tout évolué, la carrière Et continue après, comme ça. des cours, ouais. Il y a une rencontre particulière de quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a dit c'est vraiment ça que je veux faire? À part le pensionnat où c'était un peu plus embêté. Non, j'avais besoin de personne pour savoir que c'était ce que je voulais faire. Et je ne ferai jamais aucun autre métier, à part éventuellement par désespoir et des espoirs en l'humanité, partir morcer des singes, mais sinon, non, parce que ça, ce serait vraiment une de mes passions, d'aller morcer des bébés singes. Mais bon, ça, je le ferai peut-être en plus. Mais sinon, non, j'arrêterai jamais ce métier. Alors, il y a une jeune comédienne, quand on Dis donc, oh, ça va vous pas, savez, quoi. c'est pas une offense, une jeune comédienne. Non, c'est parce factuel, que... on a compris, mais bon, oui, non, mais... belle, une jeune comédienne, Mais non, parce que quand on arrive à un tournage, on sait bien de présenter, parce que le public, le problème des séries, c'est qu'on ne connaît pas vos noms. Moi hier, ils sont arrivés la troupe de Ici tout commence, quand tout le monde arrive, que ce soit assez Grand Soleil, etc. À part quelques-uns qui ont déjà une carrière avant et qu'on connaît dans les noms, les gens ils ne connaissent que les prénoms dans la série. Donc je veux dire, vous commencez une carrière bizarrement, quoi. C'est-à-dire que des gens vous débaptisent. Vous êtes plus, c'est vrai. Vous avez encore eu, on a gardé mon nom au départ. Tandis que quand ils arrivent eux, et dans la rue, il faut qu'ils retiennent quand on se leur retourne. C'est à tel. Ah oui, c'est moi qu'on appelle quand on dit. C'est pas mon vrai nom. Comment tu me dis ça? Et d'abord, comment tu es arrivé là? Alors, bonjour. Moi, c'est Catherine Davidzenka. J'ai toujours su que je voulais faire ça, en fait, depuis que je suis petite. Je viens pas non plus d'un milieu artistique du tout. Je suis fille de parents immigrés. Donc l'art, à la base, c'était pas vraiment une option dans ma famille. C'était d'abord un rêve d'enfant, puis ils ont dit que c'était un rêve d'ado et que ça me passerait, puis c'est juste jamais passé. Donc j'ai commencé au théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre
petite parce que c'était le seul accès que j'avais le droit à avoir à l'art que moi je savais déjà que je voulais faire de ma vie, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait un premier casting où j'ai été prise sur un long métrage. Et en fait, la directrice de casting de ce film, qui m'a après casté pour le Bureau des légendes, elle m'a présenté à mon agent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler télé, ciné. Voilà. Et maintenant, je suis là. J'ai passé le casting pour Ici tout commence. Et donc, alors, ton premier rôle, c'était même pas Ici tout commence, tu avais déjà fait plein de choses avant. Non, plein, non. Oui, mais beaucoup de choses. J'ai fait des petits rôles, mais j'avais 19 ans, je crois, ou 20. Et voilà, j'avais une scène où je donnais la réplique à Patrick Chenet et Sandrine Kiberlin dans le bébé d'Elisa Azuelos. Et ça, c'était le premier rôle, un petit rôle qu'on m'avait donné. Et après, une des plus belles expériences que j'ai eues, c'était vraiment de tourner sur la dernière saison du Bureau des légendes, même si, encore une fois, c'était une apparition, mais j'avais quand même Mathieu Kassovitz en face, la saison réalisée par OTR. Et tes parents, comment ils ont vécu ça, ce choix? Est-ce que c'est vraiment un bon choix? C'était compliqué. C'était compliqué. J'ai fait médecine pour faire plaisir à mes parents. Rien que ça. Voilà. Et il y avait ce côté, en fait, j'avais vachement le côté en sortant du lycée où j'avais envie de prouver des choses, prouver que j'étais pas stupide, en fait, et avoir le côté où si je deviens comédienne, c'est parce que je veux être comédienne et pas parce que je sais rien faire d'autre de ma tête, en fait. Et donc j'ai fait médecine pour par provocation peut-être. Second choix, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, ma hantise, c'était vraiment de revivre tous les jours la même journée. Et je me disais que si j'arrivais pas si on m'autorisait pas quelque part à vivre de ma passion, au moins je voulais sauver des gens. Et donc je voulais devenir chirurgien dans l'armée à la base. Et en fait, au fur et à mesure de la deuxième année de médecine, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, en fait. Et du coup, j'ai dû affronter mes parents et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et maintenant, le recul qu'ils ont quand ils te voient à la télé, qu'est-ce qu'ils disent? Mais maintenant, ils sont contents, mais maintenant, c'est facile. Ça y est. Et tu peux toujours les consulter, c'est un souci à la maison. Ils peuvent t'appeler un peu comme... Je t'imagine en plus, médecin de guerre, médecin de guerre, ils vont dire, ils ont fait un casting à l'armée maintenant. Il y aurait beaucoup de volontaires pour se faire amputer d'un pied ou d'un bras. Mais je plaisante, Muriel, c'est normal. Et comment tu vis alors le fait qu'on ne t'appelle pas par ton... Enfin, je suppose qu'on t'appelle par ton... Quel est le nom de ton personnage? Hortense. Hortense. Donc on a tapé Hortense? On t'appelle tout le temps Hortense, je suppose, non? Non, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent à suivre. Oui, c'est bon, il y a eu le... C'est pas aussi dramatique que je pensais. Non, ça va. Alors, ça c'était la première question. Si je devais à toutes les trois, si vous faites un flashback, je suppose que toutes les trois ne regrettent pas les vies que vous avez passées, parce qu'il faut aussi que les gens en face qui regardent pensent que ce métier, c'est pas un métier de tout repos, c'est pas que des moments de plaisir. J'aimerais vous parler de ça, c'est peut-être des exemples de déception. On doit se remettre en cause ça veut dire que pour ceux qui regardent, on fait des castings, mais c'est pas parce qu'on fait un casting qu'on vous prend, parce qu'on a une espèce de recall, des callbacks, il y a des petits termes comme ça qui font que même au bout de 3 et vous arrivez en finale, et manque de bol, paf, on prend l'autre. Donc est-ce qu'il y a des remises en question, des doutes qui vous ont dit « Merde, je vais changer de métier ». On va commencer par toi, Maëlle. Alors, merde, je vais changer de métier, jamais. Et douter de toi? Ah bah, tous les jours. Moi, j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. Voilà. C'est une belle chanson les gens qui doutent, mais non, mais tous les jours, je doute, je me remets en question, je cherche comment mieux faire. Mieux réfléchir et voilà, travailler sur moi en fait. Mais de toute façon, je pense que... Enfin, moi, je travaillerai sur moi toute ma vie, avec psy ou sans, parce qu'on est notre propre matière. Donc, en ce qui me concerne, plus je me connais, plus je peux creuser, plus je peux chercher des choses et plus je peux m'en servir dans mon métier. Et ça veut dire que même au départ,
tu t'es jamais dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je... Non, j'ai pas eu cette occasion-là. Je te dis, j'avais vraiment, c'est pas pour, il n'y a aucune gloire à ça. Je ne me suis pas posé la question et je ne me la poserai pas. Oui, forcément, maintenant, après une carrière, c'est fort. C'est aussi, on sait que ce métier est fait. Oui, mais justement, on va y venir. Parce que cette carrière, elle est faite de traverser le désert, plus ou moins lourd, long, je veux dire. Mais c'est vrai que on a des périodes d'attente. C'est pour ça que le fait, je disais, d'être en troupe, souvent, ça occupe une période creuse et ça permet d'avoir des projets, de monter des spectacles, même si c'est joué devant Pampelé, etc. Mais d'avoir toujours la fibre artistique vivante et de ne pas tomber dans l'attente des castings, etc. Donc toi, surtout en tant que femme. Oui. Non, alors moi, j'ai pas. Je sais pas si je touche du bois, non, je touche rien, je touche ma tête. J'ai pas eu de traversée du désert, comme on dit. Et pourtant, j'ai passé 45 ans, et que pour une femme dans ce métier, c'est beaucoup plus compliqué. Ça le sera moins peut-être plus tard, mais passer 40 ans pour une femme, on n'a qu'à regarder les films, c'est très simple. Hein. Un homme de 60 balais, il va avoir une femme, elle aura à peine 30. Donc, quand on a passé 45, t'es trop jeune pour être grand-mère, donc on va attendre un peu. Enfin, c'est ce qui se passe pour les... Bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça, peut-être en le disant, je pense tout, là, je me dis peut-être, parce que comme j'avais eu beaucoup de rôles de femmes un peu méchantes, salopes, machin, peut-être que ça n'a pas d'âge. Et que du coup, je passe à travers les gouttes. Il y a la fameuse association des femmes de 40 et 50 qui s'était créée justement pour ça, pour dire il n'y a pas de rôle pour nous. C'est-à-dire que soit on arrive à un certain âge, il y a le tunnel et on revient seulement après, effectivement, en mère de famille, voire grand-mère, etc. Mais il y a un moment où pouf, il y a un tunnel pour vous, vous êtes... Non, mais alors c'est pas là. Donc je suis la preuve que ce n'est pas une fatalité, mais quand même, quoi, il faut que ça bouge un petit peu, quoi. Donc non, moi j'ai pas eu encore ce tunnel, je l'aurais peut-être à 90. Oui, écoute, le tunnel de la 90. Marthe Villalonga va fêter les 92 bientôt. Écoute, Marthe, elle a eu une carrière, comme elle dit, écoute, quand j'ai toujours joué les mères, la mère d'acteurs, t'imagines, qui étaient plus vieux que moi. Guy Bedos. Depuis le début, Guy Bedos, Roger Hanna, etc., ils étaient tous plus vieux qu'elle, et elle jouait la mère. Elle a dit, mais finalement, je suis resté linéaire dans la carrière, j'ai joué la mère, puis maintenant la grand-mère, parce qu'elle fait les MDR, etc. Mais elle a eu une carrière linéaire, donc elle n'a pas eu, c'est dit, moi, moche, je faisais moche et vieille, j'ai fait toute ma carrière. C'est quand même un capital énorme, quoi. Et toi alors? C'est vrai que quand tu mises pas sur ton physique, c'est plus simple aussi. C'est beaucoup plus simple, en tout cas toujours pour les femmes, parce que les hommes... Quand il arrive, de toute façon, il se laisse pousser la barbe si ça blobloche un peu là, et puis il se laisse pousser le ventre et tout, mais nous, on n'a pas le droit, enfin beaucoup moins le droit. Hein. Et on se laisse pousser, il pousse tout seul. Mais effectivement, si tu mises pas ta carrière sur ton physique, ça va être plus simple. Et ça a été mon cas. Bon, et toi alors, Maëva? Au début, c'était la difficulté, hein, c'est ça. Le doute, les attentes, etc. Est-ce que tu t'es dit merde? Alors, j'ai jamais douté du chemin que j'avais à faire. Je voulais faire ça, donc j'ai jamais douté. Mais après, je doute sur moi. Il y a un truc qui est compliqué quand on apprend à faire ce métier, qu'on prend des cours, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous vendre. Et c'est extrêmement difficile de se vendre, de savoir comment se comporter, comment aborder les gens, comment leur parler, comment susciter l'envie, sans passer pour une fille facile, quoi, voilà. Et c'est compliqué de se vendre. Donc, ouais, effectivement, il y a eu des périodes qui étaient dures, qui étaient tristes. Et moi, je m'angoissais. Donc, je me souviens, il y a quelques années de ça, je travaillais pas, j'étais déprimée. Et j'étais tellement angoissée que je me bouffais les sangs. Et je me suis fait une perforation de l'estomac avec hémorragie interne, juste le stress, quoi. Et donc, j'ai décidé de ne plus me laisser bouffer comme ça parce que ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Tu m'étonnes. Ouais. Et c'est juste le stress.
Donc c'est compliqué de ne pas tout prendre personnellement, quoi. Quand on nous dit non, quand on passe à une audition et on se dit, je vais déchirer, c'est sûr, c'est moi que le rôle est pour moi, on va faire un callback, 2 callbacks, 3 callbacks, en fait, c'est pas du tout toi. Et c'est horrible parce que tu mises, à chaque fois que moi j'ai un rendez-vous, je joue la vie, j'ai l'impression. Et là maintenant, il faut arrêter parce que sinon on se flingue. Est-ce que c'est un mythe, ça, quand on dit souvent, les comédiens disent, bah, c'est quand j'étais incroyable, je me suis défoncé, c'est moi qui vais l'avoir. J'ai jamais eu, le jour ça tout le temps, hein. où je l'ai fait un peu à la va-vite, on me disait, avec bref, j'ai pas envie, et on me dit, c'est vous. Mais exactement. Et parfois, je vais à des auditions, je voulais vraiment pas les faire. Je dis, mais alors, je m'en fous, j'apprends moitié le texte, j'y vais pour rencontrer la personne, mais bon, j'ai pas. Puis en fait, c'était moi le premier coup. Et je le pense parce qu'on doit dégager un truc de sérénité. Le détachement, je suppose. Ouais, exactement. Et les gens, en fait, ouais, là, il est cool. Vas-y, ça va être elle va nous rencontrer sur le plateau, elle a l'air sympa. Alors parce qu'on s'en fout, quoi. C'est ça. Et moi je dirais que, pardon, mais Ouais. pour la vie c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dès que tu as peur de perdre quelque chose, tu ne gagnes rien. Mais ouais, c'est ça. Et tu gagnes en liberté quand tu n'as plus peur de perdre. Et j'ai la sensation que c'est exactement cette sensation, quoi. Et toi alors? Est-ce qu'il y a eu une période de doute, bon, au-delà des problèmes que pouvaient poser tes parents, parce que je pense que dans ton cas, je suis certain qu'il n'y a pas eu de barrière pour démarrer une carrière, puisque je connais tes parents, donc il n'y a pas eu de On se barrière. connaît depuis que j'ai 7 ans, hein, à peu près, Ouais, avec c'est ça. Patrick. Par hasard? Ouais. C'est quand même marrant, parce que j'ai des anecdotes comme le monde est petit. Maëva, je l'ai connue quand nos familles, entre guillemets, se connaissaient indirectement, et voilà, je l'ai croisée dans des repas ou des réunions avec comme ça, des fêtes. Et un jour, ça c'est pour Maëva, et un jour j'invite un petit comédien, et je lui dis, mais son nom me dit quelque chose, c'est Clément Brun. Tu vois qui c'est Clément Brun, qui joue dans des séries, etc. Et je me dis, mais le nom me dit Clément, il vient pas, il me dit, je connais ta mère et ton père. Oui, il me dit, mais j'ai dormi dans ton lit. Tu es une Ah bon? Mais tu es qui, Tu es toi? ma femme. Et ma mère a toujours gardé des enfants. Et il se trouve que moi j'étais parti à Paris, puisque comme tout le monde, on quitte le nid familial, et ce gosse a été promené par mon père et gardé par ma mère. Et il me dit, mais alors je connais ta chambre, il y avait tous tes jouets, machin, etc. Et c'est quand même, le monde est petit, quoi. Trouver un gamin qui, dans les séries. Et voilà, c'est pour l'anecdote, comme quoi le monde est petit, il faut toujours faire gaffe. On rencontre plein de choses on ne sait jamais, ça peut se retourner dans la vie. Alors toi, pas de doute particulier? Bah si. Voilà. Oh là, alors il y a un dossier là. Non, c'est pas un dossier, mais je pense que c'est juste propre à notre métier, parce que en fait, je pense que le plus dur, c'est que tout le monde a un avis sur nous, tout le temps. C'est-à-dire que... Il n'est pas très positif d'ailleurs, hein, sur Ah mon non, avis. c'est jamais parfait en fait, c'est jamais assez, c'est jamais... peu importe ce qu'on fait, il y a toujours une forme de jugement de valeur qui est extrêmement fort, et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le socle en soi, d'avoir la force de savoir où est-ce qu'on est nous vraiment, et où est-ce qu'on va, et voilà, et qu'on essaie de continuer, mais... Enfin, les histoires justement de casting, de callback, de recallback, et finalement, ah bah non. Moi j'ai un truc, j'étais en train de passer des essais depuis décembre, et on a eu la réponse là, et il restait pas grand monde, mais quand on a cette espèce d'attente, même si on se dit dans notre tête qu'on n'attend pas, en réalité, quelque part, il y a ce projet auquel on n'a pas encore répondu, non, oui en fait. C'est pour ça que... Et le plus dur, c'est quand on vous répond pas tout court. C'est-à-dire qu'on passe des trucs. C'est tout le temps. Alors ça, c'est difficile. Quand on n'est pas pris, ouais, et jamais pourquoi, on fait 50 essais et on ne nous donne pas de nouvelles. Tu sais, Non mais c'est pas dur pour un téléphone de dire c'est pas toi, quoi. Oui, ben, c'est la même chose pour les gens qui envoient des CV. Regarde, sur les CV, pour n'importe quel métier, il y en a 1 sur 100 qui répond. Encore, et les 5 qui répondent, c'est malheureusement malgré tout l'intérêt que présente la candidature. Et sur moi, c'est poli. Il envoie une réponse polie. Pour moi, c'est poli. Ça, c'est un manque d'éducation. Parce que ça fait partie des choses qu'il faut... C'est avec ça, mon bel ami. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un... Alors maintenant, dans vos carrières, si vous aviez on va dire, un flash, un souvenir mémorable, qui soit bon ou mauvais, quelque chose, une anecdote qui vous ait marqué et qui s'est dit,
Enfin, qui vous a marqué, qui vous marque, que vous garderez toute votre vie, quoi. Qui commence? Alors, ici, tout commence, donc ça veut dire que... Ici, tout commence. Oui, merci. Ça t'apprendra, tu aurais dû prendre demain, nous appartient. Demain, ça ira mieux. Ouais, c'est ça. Pour un si grand soleil, c'est mal barré. Bon. J'en ai Une rencontre, tu disais par exemple, tu parlais de Mathieu Kassovitch, des choses comme ça. Oui, non, mais c'est ça que j'ai en tête. Parce que ça, c'est vrai que ça m'a marqué. Je sais pas, je suis arrivée sur le plateau et j'étais déjà super impressionnée par tout. Et je sais pas, je regardais les choses, les caméras, le décor. Et en fait, il y avait un chorégraphe, entre guillemets, qui devait nous montrer le cheminement en fait, du tableau en tableau, voilà, de prise de marque au sol, etc. Et donc on m'a demandé de m'entraîner en fait à faire ce passage et de dire mon texte en même temps. Et donc moi je m'exécute, enfin, je fais mon petit chemin, mon petit passage, et donc je parle comme ça. Et d'un coup, je sens une présence derrière moi, et je me retourne et je me retrouve vraiment à ça, de Mathieu Kassovitch qui me regarde comme ça et qui fait Moi, j'ai les yeux qui s'écarquillent et je sais pas, j'ai continué, hein, j'ai donné mon texte. Et puis il me dit alors c'est vachement bien ce que tu fais, mais on va le faire en anglais plutôt avec un accent russe, ça sera mieux quoi. Parce que le rôle, il y avait le choix en fait, soit je le faisais en anglais avec un accent russe, soit en russe avec un accent anglais, enfin bon, voilà, tout un truc. Mais ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute. Et c'était juste avant la pause déj, il y avait la traductrice aussi avec qui j'ai dû réécrire vite fait le truc. Mais c'était, enfin, je sais pas, ça c'est un truc qui me reste en mémoire, ça. Et la première fois que j'ai reçu un oui, j'étais au cinéma en train de regarder des films et parce que j'avais le pass UGC, machin, donc avec ma petite soeur on regardait beaucoup de films à l'époque. Et je sors je sors de la salle, je suis aux toilettes, on m'appelle et on me dit non mais en fait c'est bon. Et j'avais genre 18 ou 19 ans et c'était la première fois qu'on me disait oui. C'était aussi la première fois que je passais un casting. Et je me souviens que j'ai hurlé dans les chiottes à faire peur à tout le monde. Mais ça reste... je pense que les premières fois, en fait, ça reste toujours des souvenirs de moi. Et puisque ça en reste dans le même registre, tout ça, ça, la question est double, cette rencontre, est-ce que tu as senti les bienveillances de Mathieu Kassovitch, par exemple, ou c'est quand il t'est dit, bon, déjà d'entrée, il faut le faire en russe avec un accent ou l'inverse, là, mais ça va le barrer, quoi, c'est quand même... Non, parce que ça, c'était le travail, en fait. Ouais. Non, il était hyper bienveillant avec moi, toute l'équipe était super bienveillante, et puis, non, c'était une expérience folle, même si c'était de courte durée, en fait. Et non, beaucoup de gentillesse, de bienveillance, on a déjeuné ensemble, enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Et toi, Myriam? Moi, il n'y a rien qui me vient, ou alors des anecdotes, des rigolades. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout, et tant mieux pour moi, groupie de personnes en fait. Donc en fait, quelle que soit la personne que j'ai en face, que ce soit de par deux ou je sais pas quoi, je me dis s'il est sympa, c'est chouette, sinon, mais vraiment, ça m'est égal en fait. Ça m'impressionne pas. Donc j'ai pas eu ce truc que j'aurais aimé avoir, hein, parce que mais je l'ai pas. Mais en revanche, j'ai des anecdotes de rigolade, de fou rire, J'ai une fois un truc qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'était Avocat et Associés, et on tournait dans un décor, et donc il y avait les bureaux d'avocats, il y avait les toilettes, et il y avait la salle, enfin bref, voilà, il y avait les sanitaires et nos bureaux dans le studio. Et il y avait quelqu'un qui était là, c'était un petit rôle, la pauvre, et elle avait très envie de faire pipi. Et personne ne lui avait dit, mais elle était allée pisser dans les faux toilettes. Ouais. Ah oui, et il faut pas dire la chasse, hein, forcément. Voilà, bon. Non, j'ai pas de... Bon, alors, à l'inverse, est-ce que il y a quelque chose que tu... un rôle que tu n'as pas eu, que tu aurais aimé avoir? Ce sera pas pour toutes les trois. Alors, vous avez fait justement les essais, école, recall, peu importe, école. Est-ce que il y a quelque chose de la vie merde? Quand je l'ai vu, ça va être duel pour moi. Il n'y a aucun regret. Regret, non. Moi, non, regret. Si je me dis, si c'est pas moi, je passe à autre chose, je suis obligée. Mais il y en a plein. Il y a beaucoup plus de rôles que j'ai pas eu que de rôles que j'ai eu, hein, visiblement. C'est un peu c'est normal.
Les castings, c'est pour ça, on ne va pas tout gagner à chaque fois. Donc, Non, il y en a plein, mais ça prend quelques... Tu vois, ça se digère, quoi. Et puis c'est pas grave, c'est la vie, on a tous des échecs. C'est la force de l'échec, faut se... yeah, c'est un ça. échec, tu peux tirer... Après, chez nous, le plus dur, je trouve, pour les acteurs, c'est que nous sommes notre propre matière. Donc, quand on te dit non, c'est toi qu'on refuse. C'est toi qu'on refuse. Si tu présentes, je sais pas, un livre, je sais pas comment te dire, même si c'est quand même toi l'auteur, il y a quand même un objet entre toi et celui qui te dit non, c'est le livre. Nous, il n'y a rien. C'est-à-dire quand on te dit non, c'est toi, c'est ton physique, c'est ta voix, c'est ce que tu dégages, c'est tout. On ne te veut pas. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc il faut essayer de ne pas prendre les choses contre soi-même et se dire non, en fait, mais ça prend quelques années. Moi, ça m'a pris quelques années de me dire si j'ai pas été prise, c'est parce que pour ce rôle-là, eh ben, il voyait autre chose ou elle voyait autre chose. Moi, j'écris aussi. J'écris 2 pièces, d'ailleurs avec Nathalie Desvillandes, qui a réalisé 600 grammes hier, et qu'on a joué, la première à la Pépinière. Et du coup, on s'est rendu compte en faisant le casting des pièces que non, si on n'a pas pensé ce rôle-là comme ça, on n'aura pas envie de le prendre, et même si l'acteur est super. Donc ça m'a aussi aidé pour moi-même à me dire c'est pas forcément moi qu'on gêne. Oui, c'est ça, c'est pour le spectateur aussi. Le fait de dire non, c'est pas une mise en doute de votre talent. C'est parce que. C'est ça le problème. Et je pense que le jour où vous êtes détaché de ça en disant c'est pas moi qu'on critique, mais c'est parce que ce que je représente, c'est pas ce qu'il veut, parce qu'il veut quelqu'un comme ci, comme ça. Sur le moment, tu penses pas, sur le moment, t'es juste super énervé, quoi. C'est sûr. On te dit non, tu dis, il a rien compris, les mecs en face. Il a mauvais goût. Mais au bout d'un moment, ça passe. On arrive à l'accepter, non? Il faut que ça passe, mais évidemment que ça passe. Mais on n'a pas le choix. Ben non, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que ce sera la même chose la semaine prochaine, la même chose dans un mois, et si tu te laisses bouffer par ça, c'est pas possible. Donc, quand tu demandais si on avait vu des rôles qu'on n'avait pas eu et que. Je pense que moi, je ne sais même plus pourquoi j'ai auditionné. Une fois qu'on m'a dit non, allez hop, c'est derrière. Et donc, j'ai aucun. Il faut pas d'animosité, il faut pas tout ça, sinon t'es malheureux. C'est pas forcément, ça peut être qu'un regret, dire. Bah si, quand tu vois la Mais le nana qui a regret, fait c'est un... l'antichambre de l'aigreur. Il faut pas regretter, après tu vas être aigri, tu vas faire mais c'est bien. Et puis dès qu'il y a une nana qui va arriver, tu vas trouver comme ci, comme ça. Non, stop. Allez. Faut passer à autre chose tout de suite. Il y a plein de choses qui se passent. Hein. Oui, c'est clair que heureusement qu'il y a des castings tout le temps. Et moi, je vois qu'il y a une reprise, je m'en rends compte, parce que pour le festival, d'habitude, j'ai plein de gens qui sont dispo, etc. Il y en a quand même beaucoup, plus que d'habitude, qui sont en répétition, notamment au théâtre. Je trouve que ça redémarre aussi, en répétition au théâtre, qui ont des essais, qui doivent apprendre du texte, etc. Il y en a plein qui ne voulaient pas venir. Oui, bien sûr. Et heureusement pour nous, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Non, je sais bien, mais c'est vrai que c'est la période est repartie, donc je pense que... Alors, est-ce que le phénomène des plateformes, etc., vous avez conscience que ça peut redonner aussi un... C'est super les plateformes, mais il faut qu'ils se comportent autrement. Hein. Voilà, Moi j'ai travaillé pour Netflix, j'ai fait un truc pour Netflix là, qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Non, financièrement, etc. Les plateformes c'est génial parce qu'il y a plein de rôles et du coup ça va ouvrir le marché, mais ouh là là, il faut se mettre au diapason quand même. Hein. Ils sous-payent les gens, enfin c'est très très... Ça c'est intéressant parce que vous pouvez... C'est pas bien. Hein. Ah ouais. Parce qu'on ne sait pas sans qu'il y a les plateformes, etc. Donc ça veut dire que toi tu me dis en termes de rentabilité, etc. c'est beaucoup plus visible, c'est ça? Netflix, voilà. Après, je trouve que ce qui est bien, j'ai jamais travaillé pour des plateformes, du coup, je ne sais pas, mais ce que je vois en tant que spectatrice, c'est l'ouverture sur les comédiens qui n'ont plus besoin d'avoir des têtes d'affiche pour monter un projet. Ouais. En fait, c'est le projet en lui-même qui est un projet. Et du coup, ça donne beaucoup plus d'ouverture aux jeunes comédiens, aux comédiens qui bossouillent, et les gens sur qui on n'arrive pas à monter un projet peuvent quand même travailler, quoi. D'autant que c'est un phénomène qui se développe. Je veux dire, moi, j'ai les plateformes, c'est il y a quelques années, c'est tout récent. Donc, et je vois le développement, ça veut dire que ça va être on va dire un développement énorme. Donc le cinéma traditionnel, ou les séries traditionnelles, vont être beaucoup plus... Enfin, il y en aura beaucoup moins que les projets Netflix, parce qu'il y a beaucoup, et Amazon et autres, parce que ça se développe partout. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à se dire... Est-ce qu'il va y avoir un prestige de rester au cinéma, à la télévision, et de dire, bon, comme tu dis, si c'est traité un peu à
on va dire, cheap pour les comédiens, ça va être compliqué, il faudra en faire beaucoup plus, mais en même temps, vous travaillez, vous aimez ça, donc quelque part, je pense que vous préférez travailler plus et moins cher, ou moins et plus cher. Moi, je préfère travailler plus et plus cher. Travailler plus pour gagner moins, c'est pas ça? C'est mon fils, tant que je veux, je suis contente. C'est ça, toi, tu dis, Ouais, j'en ai rien à faire, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important. Moi aussi, j'ai envie de bosser, mais j'ai besoin de gagner ma vie. J'ai quand même besoin, moi aussi, j'ai envie. Et là, je viens de travailler, je viens de faire une série pour Arte TV, qui vraiment, j'espère que vous la regarderez l'année prochaine, qui s'appelle Bouchon. Enfin, j'ai pas vu le résultat, en même temps, on vient de finir, mais c'était extraordinaire. C'était mon meilleur souvenir de tournage de mes 95 ans de carrière. Et franchement, c'était très très mal payé, donc t'as beau tourner beaucoup, et après tu te dis, bon, bah alors c'est quoi le prochain truc, parce que tu peux pas te reposer 5 minutes, vraiment. Alors, tu dis un super souvenir, donc c'est le meilleur ou non? C'est parce que c'est le meilleur, je viens de le finir, je l'ai fini la semaine dernière, c'est le meilleur tournage de toute ma vie. Il y avait qui dedans? Il y avait des... Ah bah il y avait que des gens pas connus, peut-être que les plus jeunes d'entre vous, bon, ne connaîtront pas, mais Éléonore Coste, non, parce que c'est vraiment, elle avait sa chaîne YouTube et tout ça, donc on n'est pas dans, moi je la connaissais pas, Éléonore Coste, qui a déjà fait 2 films, et vraiment, c'est mon meilleur souvenir de toute ma vie. Bah, tant mieux. Et alors en même temps, mesdemoiselles, ton meilleur souvenir pour l'instant, même si c'est pas, t'as pas fait des années, c'est normal, mais quel est ton meilleur souvenir? C'est quand même pas mettre du Kassovitz encore. Je sais pas, je trouve que c'est compliqué comme... Et si tu commences, alors déjà, sur si tu commences, parce qu'on voit l'ambiance quand vous arrivez, c'est la folie. Est-ce que c'est vraiment comme ça sur la série ou pas? Ah oui. C'est une bande là, vous êtes... On est très, très liés en fait de par ce projet, parce que en fait on a eu cette espèce de cohésion au départ parce qu'on est tous arrivés, déjà c'était pendant le Covid, et donc en fait on était tous entre nous et il y avait vraiment cette espèce d'esprit troupe de théâtre où en fait le projet n'était pas encore lancé, nous on ne savait pas du tout quelle ampleur ça allait prendre, et en fait on était juste entre nous, il y avait un tel en train de faire répéter un tel, pendant qu'un tel était en train de faire à manger pour tout le monde. Enfin, c'était une espèce de résidence de théâtre. Et je pense que, comme on a tout vécu ensemble petit à petit, en fait, ça crée une espèce de famille qui est pas, qui restera un peu pour toujours des années. Mais c'est réel, l'amitié que vous montrez quand vous êtes ensemble, c'est vraiment ça. Vous êtes, en dehors des plateaux que aussi bien sûr, c'est l'ambiance. Moi, je le sens parce que je me dis, bon, quand il arrive une troupe, là, ils sont... on sent bien que c'est pas truqué, il y a pas de... Et puis en plus, quand je vous laisse venir en groupe, vous choisissez entre potes, donc je le vois bien même au resto hier soir et tout, ça reste vous êtes vraiment copains jusqu'au bout, quoi, c'est génial. Bon, c'est bien. Et toi alors, ton meilleur souvenir, Maëva? Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, Vénus et Apollon. Vénus et Apollon, parce que c'était les premières séries, c'était en 2005. Première série, c'est dont on avait l'impression de créer quelque chose, et Tony Marshall a toujours été très en avance sur beaucoup de choses, et c'est vraiment con qu'elle n'ait pas fait 15 ans plus tard, parce qu'elle aurait été vraiment dans la mouvance, mais elle avait 15 ans d'avance. Et meilleur souvenir, la dernière, on a tourné, on a fait 2 saisons. La première a duré 6 mois, la seconde aussi d'ailleurs. Mais la première, il y avait 25 épisodes de 26 minutes, où on avait tout le cinéma français qui venait en guest. Mais tout le cinéma français, moi j'étais au spectacle tous les jours. On tournait en studio, après sur Marne. Et la dernière semaine de tournage, on avait beaucoup de mal à tourner les dernières scènes parce qu'on pleurait toutes, sans arrêt. Et ce qui allait le plus me manquer, je le savais, c'était bon, l'esprit qu'il y avait, les gens, l'équipe, mais c'était surtout mon personnage. J'adorais mon personnage. Et il était trop beau. Et c'est... C'est une pouffe, c'était une cagole, c'était une cagole, mais elle était trop mignonne. Ouais, cagole, ça forcément ce que c'est une cagole. Bon. Ah ouais, moi je suis nantie, alors je connais bien les cagoles. Ouais, elle était toute refaite, elle avait des gros seins, des machins, enfin, et puis elle était pas sûre d'elle, et elle croyait au prince charmant, et personne ne croyait en elle. Voilà. Et je l'adorais, et
j'étais tellement malheureuse que la série s'arrête. Voilà, c'était vraiment les plus beaux souvenirs. On travaillait tous les jours. Hein. C'était des pick-up à 5h30, 6h du matin et on finissait à 22h, tous les jours. De début juillet à Noël. Ah oui, ça fait quand même... Ah oui, c'était un sacré rythme. Ah, c'est pas... Ah non, c'était pas rien. Quand ça s'arrête, ça fait... Ça fait bizarre. Hein. bizarre, hein. Ça fait bizarre et surtout, c'est que on n'arrive pas à anticiper. Alors quand on est en train de tourner, on est tellement dans le tourbillon, on nous propose des castings et on dit bon, bah non c'est bon, là je tourne en ce moment. Voilà, donc on s'est un peu tout retrouvé le bec dans l'eau après parce qu'on n'avait pas anticipé ça quoi. Ouais. Bah, c'est l'éternel, on va dire, problème de ce métier. Ouais. C'est que quand ça marche et puis ça peut s'arrêter d'un coup. Par exemple pour la série Plus belle la vie, où ils ont tous appris la dernière, la semaine suivante. Donc ça quand même ça laisse un choc, surtout qu'ils étaient beaucoup. Donc du coup, il y a sur le carreau, il y a beaucoup de monde. Non, jusqu'au dernier moment, ils sont pas revenus, ou très, très limités. Ils sentaient qu'on parlait d'eux. Alors, c'est un peu différent parce que Plus belle la vie, tous les ans, c'était la rengaine. Ah, ça va s'arrêter. Tu vois, donc, bon, et puis au bout d'un moment, ils ont dit, bon, finalement, comme d'habitude, ça ne s'arrêtera pas. Sauf que là, ça s'est arrêté. Et là, ils ont fait une espèce de prime de dernière minute pour faire la fin. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes trop long, monsieur. Parce que il y a Colombo qui est revenu. C'est Colombo est revenu. Est-ce que, donc maintenant, parce qu'on attend une invitée, ça y est? Elle est arrivée? Ça y est, elle arrive? Ben voilà. Eh ben, je vais vous laisser avec Alain. Mesdemoiselles, merci. Merci. Et puis on se retrouve. Alors, vous retrouverez Marie-Va Pasquali le 25 dans Tonton Edouard. Le savent. Ils le savent tous. Hein. Et vous avez intérêt à être là. Sinon l'année prochaine, je ne veux pas tous. Tout repéré. Bon, on va des plus au festival. Ils viennent pas les deux là? Bon, ça va. C'est parce qu'ils repartent dans leur petit bateau. Merci à vous, mesdemoiselles. Vous nous avez relevés.